Bonsoir à tous. Merci de votre présence dans cette agrègue de culture à la médiathèque de Trémaison. Françoise nous accueille. Françoise, voilà. Merci de vous accueillir. Donc, pour cette exposition et conférence sur l'histoire d'exploitation des mines de Trémaison et Plérin. Donc, vous avez tout autour donc, des panneaux qui nous sont prêtés par la ville de Plérin, qui ont été faits donc, par la ville de Plérin en collaboration avec les BTS de lycée Ronan, et à partir d'affiches et d'anciens panneaux, d'anciennes affiches qui étaient stockées dans le sous-sol de la mairie de Trémaison. Donc voilà, merci. C'est une collaboration quand même du coup entre les deux communes, et merci donc à la ville de Plérin de nous les prêter pour cette expo. Vous avez également dans la salle des gros classeurs que Annie Dénès a fait, et donc vraiment c'est un travail gigantesque, très approfondi, et vraiment j'ai lu certains passages qui sont vraiment très très émouvants, et vraiment c'est très intéressant. Donc merci Annie de nous prêter aussi tes documents. Et puis enfin un grand merci à Joseph qui est un peu l'organisateur de cette exposition et conférence, qui connaît parfaitement le sujet. Et voilà, grand merci à toi Joseph, et puis voilà, je te laisse la parole. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne suis pas un grand conférencier comme mes copains affichés de moi tout à l'heure. Mais je vais essayer de vous raconter très simplement, je ne rentrerai pas dans les grands détails du fonctionnement de la fonderie ni de la laverie. Bon, alors tout d'abord, je tiens moi à remercier ceux qui ont fait des recherches depuis des années, depuis plusieurs décennies. Il y a entre autres Noël Brouard, qui est sur l'emballe maintenant, Noël, Servane Duterne de Trémaison, qui a fait une thèse sur les mines de Trémaison, Annie Dénès, qui est cachée là, et Annie a fait un énorme travail. D'ailleurs, vous voyez, tous les gros classeurs, c'est elle qui les a écrits à la main, parce que aucune photocopie, tout écrit à la main. Et aussi, j'oublie, il y en a eu d'autres, mais Alexandre Corbel, un agriculteur de Plélo, qui a fait un livre également sur les mines de Trémaison, un livre que j'ai d'ailleurs. Donc les mines de Trémaison se situent dans le fond de la vallée, du Vouette, à 8 km au nord-ouest de Saint-Brieuc, passe au pied des mines le Vouette. Le Vouette qui est un fleuve, puisque le Vouette prend sa source sur les cimes de Kerchouan au Haut-Corlay et se jette au Légué. Tout près des mines, vous avez l'ex-National 12 qui passe au pont des Îles, et un peu plus loin, le chemin de fer Paris-Brest. Donc vous voyez un petit peu la situation, d'accord. Avant 1900, il n'y avait rien aux mines, juste un moulin et le bistrot de la Combe. Vous voyez, bistrot de la Combe, pourquoi la Combe? La Combe, c'est un trou, en général c'est une percée, c'est dans un trou. Donc s'il y a une combe, de chaque côté vous avez des crêtes. Vous avez la crête du côté Saint-Brieuc, le village de Verlien, et crête du côté Plérin, et du côté Trémaison. Donc rien. Vous regarderez sur les photos, il n'y a pas un arbre, c'est sec, en 1900 je parle. On parle des mines de Trémaison, mais en fait c'est à cheval sur les deux communes, Plérin et Trémaison. Un petit ruisseau qui descend des crêtes là, sépare les deux communes, 60 maisons d'un côté, 60 maisons de l'autre. Le petit ruisseau s'appelle l'Épine. Beaucoup de gens qui ont participé au film, là, malheureusement, sont décédés, dont Laurent Le Provost, qui me faisait rire à chaque fois, parce qu'il disait que sa femme couchait à Trémaison et lui à Plérin. Mais ils étaient dans le même lit, parce que le ruisseau passait sous sa maison. Donc voilà, on va commencer cette histoire du fonctionnement des mines. C'est pas d'hier, ça date à l'époque des Romains, d'ailleurs. On le sait, puisqu'il y a même des villages, un village ici qui s'appelle la Boissière, buis en latin. Donc les Romains sont venus là, et on a retrouvé dans certains trous des pièces
des pièces à l'effigie de Néron et d'Auguste. Donc, forcément, les Romains sont venus là. Et pourquoi? Ils ont creusé pour chercher du plomb. Et pourquoi du plomb? Parce que le plomb, c'est un métal qui est très très facile à travailler. Vous voyez, vous prenez une feuille de plomb, vous la tournez dans tous les sens. Bon, quelques années plus tard, le Moyen-Âge, rien ne se passe, et on arrive au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, Jacques II, le roi d'Angleterre, un roi d'Angleterre, est déchu de ses fonctions de roi en Angleterre, et on le prie de quitter le pays. Jacques II quitte l'Angleterre avec toute son armée et traverse la Bretagne pour rejoindre Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. Parce que ces deux personnes décident d'envahir l'Irlande. Voyez. Et cette troupe de Jacques II ont traversé la Bretagne de Brest à Paris et ils ont trouvé une certaine analogie des terrains. Parce que dans ces troupes de militaires, il y avait beaucoup d'anciens mineurs, des mineurs de Cornouailles, du sud de la Grande-Bretagne, et ils ont fait l'analogie des terrains. Donc ils ont fait une demande à Louis XIV pour avoir le droit d'exploiter les mines de l'ouest de la France. Ils ont eu l'autorisation. Les années sont passées, nous sommes arrivés en 1710, 1715. Il y a eu la banqueroute de Law, L-A-W. Vous savez, c'était banqueroute en Angleterre. Mais ça n'a pas touché que l'Angleterre, ça a touché également la France. Le roi d'Angleterre, là, est déchu, et Jacques II retourne en Angleterre et remonte sur le trône. Donc, c'est son armée où il y avait beaucoup de mineurs, retourne là-bas. Et voilà, donc c'est la fin de l'épopée anglaise. Alors qu'ils avaient créé une société, les Anglais, la Société anglaise des mines de Trémuson. D'accord. Alors ça, nous sommes au XVIIIe siècle. En 1734, un riche armateur de Saint-Malo, le plus riche d'ailleurs, qui avait de nombreux bateaux, décide, lui aussi, il avait entendu parler de ces mines de Trémuson. Mais il ne faut pas que j'oublie de vous dire, il y avait, lorsque les Anglais, la première fois, ils ont traversé la Bretagne, il y avait les mines de Poulaouen, les mines d'ici, de Trémuson, les mines de Plélo, Plerneuve, Plouvara, tout ça. Et à Pompéan, près de Rennes, et Vic-sur-Couesnon aussi également. Cet armateur a demandé à Louis XV, au roi Louis XV, un décret pour pouvoir exploiter ces mines. Il a eu le droit, bien entendu. Et il a fait venir ce monsieur Danican. D'ailleurs, il n'avait rien à voir, mais il était d'origine anglaise quand même. Il a été quelques années propriétaire, il décède, et c'est la veuve Danican qui va reprendre le flambeau. Ils vont manquer d'argent, c'est le nerf de la guerre. On recherche de l'argent, du plomb et de l'argent, mais il en faut beaucoup pour trouver. Il faut beaucoup d'argent pour en trouver très peu. Et il va faire venir des actionnaires, dont un monsieur Demory. Donc ce monsieur Demory qui faisait partie de la Compagnie des Indes. C'était l'époque de la Compagnie des Indes. Voilà. On allait chercher des épices là-bas. Et donc ce monsieur Demory a amené de l'argent. Mais l'argent n'a pas suffi. Et grosse catastrophe, la veuve d'Anican a été obligée de retirer ses billes. Et ça a été l'arrêt des mines de Trémuson, de Poulaouen et de Pompéan. Voilà. Donc, à la veille de la Révolution, c'est-à-dire en 1785-86. Là, ça s'est arrêté. Bon, terminé, il n'y a plus de mines. Là. Nous arrivons au 19e siècle. Alors, 19e siècle, tout le monde le sait, c'est la révolution industrielle. C'est la révolution industrielle, c'est la machine-outil, c'est l'électricité. Et c'était le train. Le train arrive à Saint-Brieuc en 1863. Donc, avant que le train n'arrive, il a fallu construire des lignes de chemin de fer, bien entendu.
Et les ouvriers, lorsqu'ils ont fait les trous, creusés, pour faire ces lignes de chemin de fer, trouvaient que les brouettes et les cailloux étaient un peu lourds, surtout du côté de Flerneuve et Ploubara. Hein. Et en fait, il s'agissait de les cailloux, c'était de la galène. Le maire de Saint-Brieuc de l'époque, Charles Mahout, a entendu parler de ça. Lui, il savait que 80 ans auparavant, il y avait eu des recherches là. Il dit pourquoi pas. Tiens, le Charles Mahout, c'est un monsieur qui touchait à tout. On en reparlera tout à l'heure. Et Charles Mahout va faire, pas idiot, il va faire venir des Anglais. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ici, et vous le savez très bien, c'est que personne n'avait la culture de la mine. Personne. Les gens étaient des agriculteurs, des paysans, travaillaient sur la terre, mais pas sous la terre. Hein. Donc, ce Charles Mahout, il va faire venir des Anglais, avec de l'argent anglais, avec des finances anglaises. Ils vont continuer le travail le travail des Anglais, recreuser pendant plusieurs années. Ils vont étayer, ils vont préparer les galeries, mais ils ne vont pas extraire, ils vont boiser. Hein, et à la fin du 1900, tout ça, ça s'est cassé la figure, encore un crash boursier, et nos bons Anglais sont retournés avec paix et pioche en Angleterre. Et oui, alors je vous parlais de Charles Mahout, qui était un pharmacien à Saint-Brieuc. C'était un touche-à-tous, monsieur. Et son père, Eflamme Le Mahout, avait été pharmacien à Guingamp. Et il avait eu l'idée, il touchait à tout, de fabriquer, ça va vous faire sourire, de la moutarde. Et Charles Mahout vendait de la moutarde, plus de 15 000 pots de moutarde par an dans toute la France. Et son fils avait continué à faire la moutarde. Et Charles, il touchait à tout. Il avait fait donc ses études de pharmacie, mais il avait fait des études de géologie aussi. Donc c'est pour ça qu'il s'était intéressé un petit peu aux mines de Trémuson. Et notre Charles avait édité un livre, mais je me souviens, un journal qui paraissait dans tout l'ouest de la France. Et notre Charles Mahout a eu beaucoup de déboires parce qu'il affichait ses opinions, alors, ce qui n'est pas très recommandable. Alors il l'a fait un certain temps, après il a arrêté, et le journal est reparti. Parce que Charles Mahout, il faut le dire, était républicain. Et son père, avant lui, Eflamme Le Mahout, était républicain également, et avait participé à la prise de la Bastille, vous voyez. Hein. Donc nous sommes en 1900. Donc tout s'arrête. Mais deux choses. Révolution industrielle, électricité. Il y a un autre monsieur, je ne me souviens plus là, il va exploiter lui pendant 2 ou 3 ans avec une vingtaine d'employés. Et un jour, il va disparaître avec son ingénieur et les employés ne seront jamais payés. Là, c'est en 1907-1908. Donc, je vous dis, révolution industrielle, c'est l'électricité, il va falloir du plomb pour faire les adductions d'eau. Hein. Et là, il y a un riche industriel parisien qui s'intéresse. Enfin, je dis parisien, on suppose qu'il était parisien, mais il était propriétaire des mines dans le sud de la France, à Saint-Hippolyte-du-Fort. Il avait une mine de zinc. Auparavant, il avait été colon en Tunisie, il avait des usines en Tunisie. Et ce monsieur, Joseph Dufour, c'est de lui dont on va parler le plus, donc décide de venir refaire fonctionner les mines de Trémuson. Il vient avec ses 2 fils, Augustin et Jean Dufour. Il y en avait 3 d'ailleurs, mais il y en a un qui a été tué à la guerre 14. Donc ces 3 personnages vont vont avoir les concessions des mines de l'ouest de la France. 1912, mais la guerre éclate en 1914, donc tout s'arrête. Et il y a une reprise en 1918. En 1918, alors là, les frères Dufour, hein, on va révolutionner la France avec notre plomb. Parce que, normalement, on va fournir les 2 tiers du plomb. Mais c'était vraiment
du rêve. Hein. On n'a jamais eu les 2/3 du temps. Donc, ils sont venus s'installer ici aux mines. Ils habitaient Saint-Brieuc. Et donc, ils ont construit des usines. C'est-à-dire, ils ont construit la laverie, la fonderie, pareil, et les ateliers hein, qu'on voit toujours dans les mines, hein, les maisons en briques, hein, c'était les ateliers, et les puits, puisque le puits principal, c'est le puits Cavalier qu'ils ont continué à creuser. Hein. Donc tout ça, ça va être fédéré par une société qui s'appelle la société Métal Froid. Ils étaient malins, ils n'avaient pas mis tous les œufs dans le même panier. Hein. Il y avait 4-5 usines, comme ça, s'il y en a une qui fait faillite, l'autre dans. Donc, ils ont commencé par construire eh bien, la laverie. Hein. Imaginez-vous le puits Cavalier qui fait 227 mètres de profondeur, et l'autre côté de la vallée, la laverie. Et la laverie, donc on a construit un téléphérique, et des bennes amènent le minerai. Ils faisaient un pré-tri et lorsque les wagonnets étaient bons à repartir à la laverie, il y avait un poteau, ils mettaient un piquet de bois sur chaque benne prête à être lavée. Donc à la laverie, je vous dis 20 tonnes par heure, donc 360 tonnes par jour. Elle était à flanc de coteau, cette laverie. Vous le voyez, hein, vous regarderez hein, les photos. Et il y avait des opérations à chaque étage. Le minerai bien nettoyé, donc on obtenait ce qu'on appelle la galène, hein, et était expédié à la fonderie, qui a été construite en 1925. La laverie 1924, la fonderie 1925. Donc un petit train emmenait le minerai sur 500 mètres, un train... le train de Deauville, hein, c'était emmener le minerai sur 500 mètres à la fonderie. La fonderie, alors là, c'est une véritable usine. Parce que dans le minerai, vous aviez du plomb, vous aviez du zinc, vous aviez du cuivre, vous aviez du tungstène. Et chaque minerai ne fond pas à la même température. Hein. Donc le plomb, lui, c'est 300 ou 400 degrés. Donc il a fallu, à chaque étage, il y avait des opérations chimiques, d'accord? Alors c'était des fours water jacket, on appelle ça, et ces fours, on voit encore le soubassement des fours, hein. Mais toute la ferraille est partie, bien entendu. Mais c'est d'une complication, et la moindre erreur, on était obligé de tout refaire. Et on arrivait au bas, puisque là c'était pareil, à flanc de coteau, hein, à flanc de coteau, et la dernière opération, c'était la coupellation. La coupellation, c'était la séparation du plomb et de l'argent. Donc dans ce morceau-là, bah oui, c'est marqué, tiens, 48% de plomb, 2% d'argent et 50% d'impureté. Alors c'est du zinc, du cuivre, du tungstène, du scorie, des scories. Alors tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que lorsque donc, on remontait tous ces minerais à la surface, allait à la laverie, et les cailloux qui ne servaient pas, les scories, les sables, servaient à faire les routes départementales. C'était déjà l'économie circulaire, vous voyez, hein, Bon, alors ça, c'est le côté technique. Hein, donc, hein, le puits, la laverie, la fonderie et les usines. Une fois qu'on avait fait les lingots, qu'on avait retiré les lingots d'argent et les saumons de plomb, ces saumons de plomb, on les envoyait aux ateliers et ils étaient transformés en saucissons pour l'adduction d'eau. Oui. Quand je vais à l'école, je raconte ça aux gosses, je leur dis ah bah si, on faisait des tuyaux en verre. Non, il n'y avait pas de plastique. Hein. À l'époque, il n'y avait pas de plastique. C'était le plomb, c'était des tuyaux en plomb. Bon, c'est pas si vieux, il y avait encore des maisons à Saint-Brieuc, des maisons qui étaient encore avec du plomb dans les tuyauteries. Hein. Alors, donc voilà tout le système, la technicité, si vous voulez. Mais pour faire fonctionner toutes ces usines, métal froid, il va falloir du personnel.
j'en reviens. Ici, en Bretagne, en général, les gens, on n'a pas la culture, on n'a pas du tout la culture de la mine. Donc, on va faire venir des immigrants, des vrais professionnels, des vrais mineurs. Et c'était donc, je vous dis, 1920 à peu près, 1920. Donc des immigrants qui vont venir des pays de l'Est, donc des Polonais, des Tchèques, des Ukrainiens, alors plus près de nous, il y avait des Italiens, peu, mais des Portugais, des Espagnols. Mais la colonie la plus importante, c'était la colonie polonaise, hein, parce que les Polonais, donc, ils avaient cette culture de la mine. Et les Polonais, il y avait comment on appelle ça, un centre d'accueil à Toul. Toul, c'est près de Nancy. Et tous ces immigrants arrivaient là. Ils étaient dispatchés, enfin ventilés. Certains allaient vers le nord de la France, dans les mines de charbon, d'autres à Carmaux, dont M. Izidorski, j'en parlerai tout à l'heure, d'autres dans le Massif central, à Decazeville, et d'autres sont arrivés ici. Hein. Donc la population, nous sommes dans les années 1925, est passée à Trémuson, monsieur le maire là, est passée de 700 habitants à 1700 habitants. Hein. Donc l'école a été obligée de s'agrandir, il y a eu une centaine d'élèves en plus dans ces années de travaux. Hein. Mais pour ça, il a fallu loger ces gens-là. Et parce que je pense, on va en parler aussi tout à l'heure, mais je pense que Jean Dufour, ça ne partait pas d'un mauvais sentiment. Il a fait construire ces maisons, ces petites maisons aux mines. C'est une entreprise autour de Paris là, qui est venue construire ces maisons. Et les mineurs qui descendaient, ils faisaient les 3-8, ils descendaient, ils remontaient 8 heures plus. Et il y avait 2 maisons construites ou en construction, quoi. En bas de la mine, des mineurs professionnels étrangers. Au-dessus, vous aviez dans les ateliers, il y avait des charpentiers, des menuisiers, des ferronniers, hein, des ferronniers qui servaient à aiguiser les outils, des électriciens. Il y avait donc autant de personnel à travailler au-dessus, dans les ateliers, que dans la mine. Nos braves Polonais qui arrivaient là, arrivaient d'un pays bien sûr très pauvre. Ici on était pauvre, mais là-bas c'était c'était beaucoup plus pauvre. Donc ils arrivaient là avec des guenillers un petit peu, des guenillers. Entre-temps, donc bistrot, la combe. Les ouvriers sont là, il va falloir bien nourrir tous ces ouvriers. Et on va demander à un monsieur qui, lui, arrivait de la Creuse. Vous avez entendu parler des maçons de la Creuse. Maçons de la Creuse qui sont venus construire Paris. Hein, et il y a d'ailleurs des chansons. Hein. Et ces maçons de la Creuse sont arrivés ici au Valandré pour construire toutes les villas d'après-guerre, la guerre 14, hein, pour faire toutes ces villas. Et il y a un certain monsieur, comment il s'appelle ton grand-père? Virmont. Monsieur Virmont. Monsieur Virmont, on lui dit, il va falloir faire une cantine pour tous ces gens-là, pour nourrir ces gens-là. Et monsieur Virmont, il a construit une cantine en bois, et ensuite il a construit un restaurant, une épicerie, mais tout ça en bois. Et monsieur Virmont allait chercher ces Polonais ou ces Tchèques qui arrivaient à la gare de Saint-Brieuc. Il allait les chercher avec sa voiture, les amener ici, puis il leur disait, dis donc, t'es un peu crassou pour venir manger chez moi, donc je te donne de l'argent, tu vas lui couper les cheveux, et tu me payeras après. Hein? Son petit-fils est là. Hein?
Et alors, son petit-fils est là, mais c'est sa maman à Gérard, sa maman Renée Frein, qui nous a raconté tout ça. Renée, elle avait 7-8 ans, sa maman, donc elle nous a raconté toute cette histoire des mines. C'était une des dernières personnes qui a vu fonctionner les mines. Et alors, le grand-père, je crois, devait travailler dans les carrières de grès à Erquy. Vous voyez? Et c'est pour ça, je l'ai su il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que la fonderie, on a été chercher des cailloux à Erquy pour faire la fonderie, alors qu'il y avait des carrières par là. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la compagnie polonaise, si on veut, qui a été la plus importante. Hein, ils étaient, je ne sais plus, une soixantaine. Alors, famille Isidorski, Jaworski, Weyman, Gragzik, le monsieur là me parlait tout à l'heure, monsieur Gragzik. Monsieur Gragzik qui était musicien, un polonais, et il a fait tous les bals de mariage des environs. Monsieur Jaworski, j'ai rencontré les petits-enfants Jaworski. Alors, le grand-père, on l'appelait le russe, parce qu'il était né à la frontière ukrainienne. Et l'Ukraine c'était l'URSS à l'époque, et on l'appelait le russe. Et autrement, il y a eu aussi le père de Jean-Jacques Dolman, qui a travaillé ici dans les mines. Je vais vous lire la lettre de Jean-Jacques Dolman. Alors, les mineurs, pour la paye des mineurs, un aide mineur dans les galeries touchait 20 € par mois. Hein? 20 francs. J'ai dit euros, pardon. 20 francs. Ah oui, 20 francs, bien sûr. Vous avez rectifié. Mais un Français mineur, il n'y en avait pas beaucoup, touchait 40 francs. Et un mineur polonais ou étranger touchait 35 francs. Touchait beaucoup moins. Voilà. La lettre de Jean-Jacques Dolman. Ce que nous a raconté notre père de son arrivée clandestine en France, de sa vie de mineur en Bretagne, a toujours été positif. Il nous a toujours parlé comme d'une période heureuse. Travail pénible, lui disait chance de travailler. Des droits, salaire de misère, lui disait plus de faim. Dureté des hommes, lui disait camaraderie, fraternité, entraide. Il venait de Pologne, de la famine du Moyen-Âge. Il nous raconte son ahurissement devant les mottes de beurre posées sur les tables. Vous voyez, hein? Son incompréhension face au menu des restaurants. Sa gaieté perpétuelle, pour lui ce pays, c'était le paradis. Il est toujours resté. Il nous a transmis cet amour pour la France et cette reconnaissance de nous avoir accueillis. Pourtant, malheureusement, il y a le pourtant, la collaboration, les dénonciations, les rafles, le Veldiv, effectué par plusieurs policiers français. Pourtant, ma mère renvoyée de l'école, qu'elle adorait en raison de ses origines. Pour lui, la France, c'était Victor Hugo, Zola, les droits de l'homme, la résistance, la démocratie. C'est celle-là qu'il aimait, celle qu'il voyait. Aujourd'hui, encore, ce pays reste l'un des seuls à offrir autant de chances. Bien sûr, imparfaitement, bien sûr, insuffisamment. Mais y vivre est une aubaine inouïe. Le plus triste n'est pas de rater sa vie, c'est une fatalité subie par la majorité des habitants de cette planète, sans avenir, sans choix, qui rêvent de France. Non, l'infiniment triste, c'est de rater sa vie en ayant eu ses chances et de ne pas l'avoir compris. Voilà, ça c'est la lettre de Jean-Jacques Dolman. Et j'ai recherché, là, on en parlait il y a 2 jours, de l'affaire Manoukian, là, et le père de Jean-Jacques Dolman donc, a fait partie de l'équipe Manoukian, donc des résistants étrangers qui ont résisté aux nazis. Voilà, merci. Bon, alors donc, vous voyez le travail de ces mineurs. Mais le travail ne se faisait pas sans accident. Hein. Il y a eu beaucoup d'accidents. Des accidents survenus aux mines entre 1924 et 1930. En avril 1924, un tué à Trémuson, Yen Groski François, choc à la tête en remontant par le wagonnet. Juin 24, un blessé à Trémuson, Ben Guignou. En juillet 25, 2 blessés à Trémuson, Provost le cardinal, rupture de
d'une poche d'eau. Et ainsi de suite, et on continue. Blessé en avril 27, blessé à Trémuson. Blessé à Trémuson en septembre 27. Tué à Trémuson, Carpier, en octobre 27. Vous voyez? Au Puy des Paradis, 3 morts la même année. Puy du Paradis, c'était à Plélo. Hein, c'était à Plélo. Le docteur Flo de Château-le-Rhin est venu constater le décès. L'accident serait dû à une fausse manœuvre du treuilliste. Et donc, tous ces accidents étaient de la faute des employés. Jamais un accident n'a imputé les employeurs. Alors, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure parce que j'étais un peu troublé. J'ai Myriam Delzotto qui est là, à côté de moi. Et si tout ça a été fait, bon, c'est sur la demande, on était élus à Plérin à l'époque, nous, et c'était sur la demande du maire de Plérin. Myriam était élue ici, aux mines de Trémuson, et moi un peu plus haut. Et donc, il nous avait dit, il faut faire quelque chose pour le fête du patrimoine. Et c'est comme ça. Je parle d'elle, parce que là, je vais lui parler de son grand-père. Son grand-père qui a été tué. Ça a été un des derniers tués à la mine. Leclerc Jean-Baptiste, à l'explosion de 4 mines, n'a pas eu le temps de se sauver. Les jambes broyées. La dynamite était amorcée par détonateur et magelon caoutchouté de 1,50 m, soit pour une durée de 2 minutes. Il a attendu trop longtemps, pourtant il avait 3 ans d'expérience. Voilà ce qu'on marque. Hein. Il a été hospitalisé, il est mort 2 ou 3 jours après. Et il était père d'une petite fille, Aline, qu'on a connue. Je l'aimais beaucoup. Et Aline est morte il y a quelques années, 94 ans. Non mais j'ai la gorge serrée parce qu'elle parlait du décès de son père. Et que la voiture à Pompon était venue chercher son papa. Hein? Et est-ce que la voiture ramènera mon papa, disait-elle. Elle nous racontait. Voilà. Donc vous voyez, il y en a des listes comme ça de tués, blessés. Et à chaque fois, c'était de la faute de l'employé. Pour l'histoire de Plélo, là, 3 morts la même année, je crois qu'il y avait eu un rappel à l'ordre quand même. Hein? Voilà. Donc ça, c'était pas une vie facile, une vie très très dure. En 15 jours, on montait 2 maisons. Alors les maisons étaient attribuées selon le nombre d'enfants, bien entendu, et selon la capacité le grade. Si c'était un géomètre, il avait une maison un peu plus importante. Hein. Ils avaient le droit au couchage et à l'électricité. Ils avaient le droit d'utiliser leur lampe, la lampe à carbure, là, en voilà une, pour l'emmener chez eux le soir. Hein. Donc, vie très très difficile, Monsieur Le Gall, dans le film, là, le dit, il y avait 13 gosses hein, dans les familles. Voilà. S'il n'y avait pas de soupe chez l'un, on allait manger chez l'autre, et puis voilà, c'était comme ça. Hein. Les galeries il y en a partout, hein, sur des kilomètres et des kilomètres. Je vois Alain, il est là. Je peux parler de ton grand-père? Bien sûr. Hein. C'est le village c'est la Fontainue. Oui. La Fontainue, plus haut là, donc c'est quand même assez loin, hein, plusieurs kilomètres. Et le grand-père de mon ami là avait fait la guerre 14 dans les Dardanelles, hein, ma foi, où il y a encore la guerre là-bas en Turquie. Et le grand-père, il a été un peu marqué hein, par Tu l'as connu? Non. Il avait été marqué par la guerre, forcément, et tous les soirs, ses enfants disaient « Pépère, il est toujours avec sa guerre, il est toujours en train de parler de les Dardanelles, ceci, cela. » Et en fait, les enfants se sont rendus compte, donc la maman, Alain, elle s'est rendue compte que c'était pas le bruit, c'était pas les Dardanelles, mais le bonhomme, il entendait les mineurs, et c'était l'écho des mines, qui était sous la maison. Et un peu plus loin, chez Paul Tréhin, la ferme au-dessus, les galeries arrivaient à 1,50 m. 1,50 m dans la cour de la ferme. Hein. Comment, Fabien?
S'il te plaît, toi qui es descendu, tu vas expliquer un petit peu un travers-banc et le fond. Hein, s'il te plaît. Bonsoir à toutes et à tous et rebonsoir à celles et ceux que j'ai déjà vus. Alors moi j'ai rien préparé, par contre effectivement d'un point de vue galerie, je peux compléter ce qu'a dit mon camarade avant moi. J'ai eu la chance de descendre dans, je peux pas dire toutes les galeries, mais dans une grosse partie des galeries. Je vais juste préciser ce qu'avait dit José tout à l'heure. C'est vrai que si d'un aspect, on va dire bâtiment, il ne reste plus grand chose, dans le sous-sol, c'est un véritable bruyère, ça va sur des dizaines de kilomètres un peu partout. C'est un, je vais le dire avec tout le recul nécessaire, c'est un spectacle, même si je conçois qu'à l'époque, ça ne devait pas l'être du tout. Alors il y avait quatre descendries. Donc une descendrie, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est ni plus ni moins qu'un puits incliné. Donc c'était une galerie à environ 45 degrés, donc celle des Cruaux, la descendrie des Boissières, la descendrie des Orieux et la descendrie des Anglais. Donc plus ou moins 45 degrés d'inclinaison, 47 pour les Cruaux, ce qui empêchait tout homme de pouvoir tenir debout. Hein. C'était pas le but d'ailleurs, c'était surtout des treuils qui permettaient à des wagonnets de descendre à des profondeurs assez importantes. Donc 4 descendries et des travers-bancs, il y en avait 2. Il y avait le travers-banc des Boissières et le travers-banc du Saint-Esprit. Donc à l'heure d'aujourd'hui, quand vous prenez la rue du Puy du Cavalier, vous avez sur votre droite, quand vous remontez, vous avez toujours un travers-banc sur votre droite qui est fermé par une grille. Donc c'était le travers-banc des Boissières. Donc travers-banc des Boissières qui rejoignait la descendrie des Boissières qui se trouve au niveau justement de la ferme qui avait été mentionnée juste avant. Vers la Fontaine-Nuit, il reste encore une dalle en béton bien fermée. En dessous, qui protège l'entrée de la descendrie et les deux étaient en relation. Donc un travers-banc, contrairement à une descendrie, c'était plutôt une galerie creusée horizontalement. On va dire une galerie non pas d'exploitation mais plus de service, creusée horizontalement justement pour permettre aux wagonnets qui transportaient la charpente, qui transportaient les outils et aussi du personnel de rejoindre les différents niveaux, les différents filons et donc in fine les différentes galeries d'exploitation sur différents niveaux. Donc, voilà. Et il y avait 2 puits. Alors même si dans les dénominations, vous allez voir un peu partout, il y a des galeries qui étaient nommées des puits, c'était pas du tout des puits. Il y avait 2 puits qui étaient le puits du Cavalier, donc le puits principal, on va dire le cœur de la mine. Hein. C'était vraiment là qui était concentré toutes les galeries, donc il y avait le puits du Cavalier. Et moins connu, mais qui est toujours là aussi, le puits de la Motet, donc à droite, pareil en montant vers Peignard. Donc voilà, à l'intérieur des mines, qu'est-ce que je peux dire? C'est intact, je peux pas dire autre chose que c'est intact, il y a encore toute la charpente, c'est étayé, il y a encore le rail, il reste un wagonnet, et ça brille, on prend une lampe torche, parce que c'est le noir absolu, hein. Enfin là, je veux dire, on voit strictement rien, si on n'a pas une lampe torche, il n'y a même pas un petit point de lumière, c'est vraiment le noir total, et le silence absolu, ce qui peut être troublant parce que on entend rien, et ça peut même ça peut perturber. Et évidemment, des chauves-souris. Alors j'en ai pas croisé beaucoup. C'est pareil, on peut pas dire qu'on soit envahi de chauves-souris. Il y en a 3-4 qui dorment paisiblement et puis elles nous agressent pas non plus, elles viennent pas dans les cheveux ni rien, quoi. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions après au niveau des galeries et de tout ce qui est la vie sous la terre, je pourrais y répondre. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, c'est une expérience à voir. Voilà. Merci Fabien. Je peux vous demander la qualité du bois de charpente? Alors, très bonne question, mais j'allais en parler. Alors, on utilisait du sapin. On utilisait le sapin parce que le sapin, dès qu'il craque très rapidement, voilà. Et les mineurs, lorsqu'ils entendaient les craquements, c'était mauvais signe. Merci, monsieur Alain.
tout à l'heure, on parlait donc du côté humain. Alors forcément, c'était des étrangers et puis des gens du coin. Bon, la maman à Gérard disait que souvent le dimanche soir, on allait au bistrot, là, chez ses parents, à René Frein, et il y avait parfois de la bagarre, un petit peu. Oh, saloperie d'étrangers, c'était comme ça. Et puis le lendemain, le lundi matin, ils se retrouvaient dans la mine, et ils étaient copains. Mais je vous dis ça parce que mon beau-père, Frédéric Balloire, il était gamin, il avait 7-8 ans, il gardait les vaches au-dessus, là, au-dessus des mines, là, et il y avait un Tchèque. Il allait travailler partout dans les fermes, il était mineur, mais il allait dépanner l'électricité, l'eau, tout ça. Et ce Tchèque allait avec mon beau-père garder les vaches, et il a appris à lire le français avec le livre de lecture de mon beau-père. Il a appris le français comme ça, vous voyez, hein. Donc, quand l'autre disait « Oh, saloperie », ça se passait quand même relativement bien avec les gens, des gens du pays. Hein. Et pour ce faire, les patrons de l'époque, les frères Dufour, étaient des malins. Les étrangers, c'était donc des Polonais, des Tchèques, c'était des croyants. Et pour éviter qu'ils montent le dimanche au bourg à la messe, eh bien on a fait une maison qu'on a transformée en chapelle. Et c'est pour ça qu'il y a la rue de la Chapelle aux mines, et il n'y a pas de chapelle. Hein. Nous allons parler maintenant le travail, les finances. Nous sommes en 1927, 1929, tout le monde le sait, il y a eu le crash boursier, mais c'est pas forcément le crash boursier qui a fait les frères Dufour, malins, ont entendu qu'il y avait du plomb en Espagne. En Espagne, les puits sont bien secs, et ici les puits étaient pleins d'eau. Donc ce qu'on appelle l'exor, c'était pomper l'eau, c'était comme les Shadocks, plus on travaillait, plus il fallait pomper. Et il fallait des pompes très puissantes et ça coûtait très très cher. Et les frères Dufour ont entendu parler de minerais espagnols beaucoup moins chers. Ils ont conseillé aux mineurs de descendre plus bas, dans le fameux puits Cavalier. Là. Alors vous aviez des filons d'1 mètre, 1,50 m, mais plus bas, les filons allaient en diminuant, des filons de 10, 20 cm. Quoi. Et donc, ils ont continué à demander aux mineurs de descendre plus bas, et plus on descendait, moins il y avait de minerais. Et un jour, on a été obligé d'arrêter. Mais, c'est là le problème, c'est que ces malins ont continué à vendre des actions de la mine. Et ils en ont vendu à des gens du Nord, à des Parisiens. Sur Pompéan, je veux dire sur Pompéan, il y avait eu, ça avait été travaillé à Pompéan, on avait fait des creusements, ça avait été fait par les Anglais. Mais eux n'ont jamais rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ont construit les bâtiments, mais ils n'ont rien fait. Mais ils ont vendu des actions. Nous sommes donc en 1929, 1930. Alors ça c'est encore, c'est les anecdotes Noël Brouard, qui a fait des recherches lui, au même titre que Cagny. Il était tout jeune, il avait 20 ans, il était à la MJC du Point du Jour, il a fait beaucoup de recherches, il aimait les cailloux. Et il s'est rendu compte, c'est le hasard de la vie, que son grand-père, qui était d'Erquy, avait vendu du bois au Dufour, il n'a jamais été payé, et ils l'ont payé en actions. L'homme lui croyait, oh, bien, je vais avoir des actions, impeccable. Hein, et lui, ses actions, il les a revendues, parce qu'il croyant, ça valait de l'argent, mais ça valait rien, ça valait que du papier. Hein. Et ici, ils ont continué à vendre des actions donc pour Poulaouen, pour Trémuson, Vic-sur-Couesnon et Pompéan, où il n'y a même pas eu de travaux de fait. Ah, c'est quand même... Alors, en 1934, Pompéan va porter plainte. Ils vont passer au tribunal pour Pompéan. Pas pour les mines de Trémuson. Mines de Trémuson, il n'y a pas eu de plainte. Mais ça s'est passé au tribunal de Saint-Brieuc. Je vais vous lire un petit peu
le journal Ouest éclair de 1934. Alors ils avaient des démarcheurs qui allaient dans toutes les maisons, dans toutes les maisons de Saint-Brieuc, et ceux qui vont souscrire en riront, ceux qui ne souscriveront pas s'en repentiront, disait-il. Hein, vous voyez, ils avaient transformé l'usine, il n'y avait plus personne dans l'usine, ils ont fait venir des publicistes pour faire croire que l'usine travaillait le 2 mars 1934. Alors il y a tout un article, bien entendu, des exemples. Nous allons entendre M. Castel, âgé de 50 ans, agent d'assurance à Montcontour, a perdu près de 70 000 francs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, dans cette lamentable aventure. En effet, le témoin est possesseur de 600 actions de Pompéan qui valent exactement le poids du papier. Voilà. Voilà, M. Palade se souvient du fait que M. Augustin Dufour téléphonait pour que le chantier puisse présenter un tableau animé et donner l'impression d'une exploitation en pleine activité. Vous voyez ? Le substitut insiste sur cette scène. On avait fait ce jour-là revêtir leur bleu aux ouvriers qui ne travaillaient plus. On mit un mécanicien à frapper sur une tôle. Le chauffeur devint un spécialiste tourneur sur métaux et on vit revenir pour l'occasion la dactylo, inoccupée depuis longtemps. Hein, monsieur le Président Dumay fait préciser aux témoins que l'on montrait aux visiteurs des minerais provenant d'autres exploitations. Et ils vendaient toujours. Pendant des années, ils ont vendu les actions. Joseph Le Guen, garçon de bureau, raconte qu'il a été chargé par M. Dufour de brûler une assez considérable quantité de vieux papier, 25 kilos, et ses registres déchirés. Hein, comme ça, on ne pouvait plus l'attaquer. Et alors donc, beaucoup de commerçants de Saint-Brieuc, des gros commerçants de la rue Boulevard Clémenceau, des paysans d'ici qui vendaient 2 vaches, qui vendaient 4 vaches. Alors les actionnaires parisiens, plus futés, plus malins, avaient des gros actions, ils étaient au courant, ils ont enlevé leur argent. Et les gens du Nord également, mais tous les commerçants, les paysans du coin ont été ruinés, vraiment ruinés. Donc Dufour, Jean, il a écopé de 4 ans de prison et de 30 ou 40 000 francs d'amende. Il est parti ensuite, on ne sait pas où ils sont partis. Enfin, on ne sait pas où ils sont partis, mais vous voyez, la vie, c'était il y a quand même plusieurs décennies, là, hein, 1934. Il y a 2 ou 3 ans, 2 dames se présentent d'un certain âge, 90 ans, et c'était des arrière-petites-nièces des Dufour. Et ils ignoraient totalement cette histoire. C'était parce que les Dufour étaient de Paris, ces filles-là, ces dames-là ne connaissaient pas la Bretagne, elles se sont retrouvées par ici. Et bien sûr, il y a eu une omerta totale dans la famille, et puis à l'époque, les femmes n'avaient pas à s'occuper des affaires des hommes, hein, de l'argent. Donc l'omerta totale, et ils n'étaient pas au courant que leur grand tonton était venu exploiter ces mines de Trémuson. Donc là, nous sommes en 1931, donc la mine va plus ou moins arrêter. Là, on va faire venir du minerai d'Espagne, il va arriver au Lié, et il sera travaillé dans les ateliers des mines, pour faire toujours, ce que je disais tout à l'heure, des saucissons pour les adductions d'eau. Ils faisaient des petites plaques en plomb pour les toitures. Vous savez, lorsqu'on met du fibro, on met une pointe, bien entendu, mais il faut une plaque de plomb. Et ils fabriquaient ça, là, comme ça. Nous sommes arrivés en 1930, 1940 à peu près. Hein. 1939, la guerre. 1940, nos voisins viennent en vacances 5 ans, là. Et ce qu'ils trouvent de plus amusant, ce qui les gênait d'ailleurs, c'était la fameuse cheminée, n'est-ce pas? La fameuse cheminée qui était au-dessus de la fonderie. Et bien, le terrain d'aviation étant en face, et les gênés, tout ce qui les gêne, ils ont détruit la cheminée. C'est à cet endroit-là où il y a encore quelque chose que l'on peut voir, il y a 2 grandes salles
au niveau de la fonderie, 2 grandes salles où moi j'y allais, maintenant c'est bouché, on n'a plus le droit d'y aller, mais à quelques personnes, on ne peut pas emmener un groupe. 2 grandes salles de désembuage qui sont grandes comme 2 salles qui sont grandes un petit peu comme cette surface, là, à peu près, qui sont en parallèle. Donc les fumées passées dans ces salles de désembuage. D'ailleurs, on retrouve encore des croûtes de plomb sur le long des murs. Bien. Et ensuite, il y avait un grand boyau, je ne sais pas combien, 200 mètres, 200 mètres. Et on arrivait à la cheminée. Et puisque les copains ont tout déblayé ça il n'y a pas très longtemps, on retrouve encore les briques de la cheminée à cet endroit-là. Ouais, je voulais vous dire également, en 1925, lorsqu'ils ont recreusé le fameux puits Cavalier, ils ont coupé les sources. Donc les agriculteurs, dont le grand-père Alain, Tréhin, Baloire, tout ça, n'ont plus d'eau. Donc ils ont fait un procès au Dufour, qui a duré 10 ans. Ils ont gagné leur procès et ils ont été obligés de faire un grand réservoir d'eau près de la savonnerie. Et c'était pompé jusqu'en haut de la Fontaine-Nue. Il y avait encore dernièrement envoyé les ferrailles de réserve d'eau. 1940, donc là, c'est l'arrêt total. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, Métalfra, c'était une société bidon. C'était un petit peu la fédération des puits, de la laverie, de la fonderie et des ateliers. Et Métalfra, donc, a fait faillite en 1945, après la guerre. Ça a été vendu au Phosphate du Dire. C'était une grosse coopérative du sud de la France. Et les Phosphates du Dire ont donc été propriétaires de toutes les petites maisons et du site, si vous voulez. Tout ce site-là ont été propriétaires jusqu'en 1965. Donc, vous voyez, on s'approche. Les Phosphates du Dire font faillite. Et à ce moment-là, on parle de vendre toutes ces maisons des mines et tout ce site. Cet acheteur-là compte raser toutes les maisons, et soit faire des immeubles, soit faire des entrepôts. Et là, les gens des mines, Laurent Le Provost, monsieur le Glatin, elle est là, je ne t'avais pas vu, son père, monsieur Maurice, et oui, tous ces gens-là ont décidé, il va falloir, on ne va pas se laisser faire, il faut qu'on garde nos maisons, ils veulent raser nos maisons. Donc, pour ce faire, ils ont été voir, bon, c'est un quartier ouvrier, il y avait beaucoup de, et vous allez voir pourquoi je vous dis, il y avait beaucoup de communistes, et donc ils vont voir Édouard Camper, qui était l'adjoint au maire de Saint-Brieuc. Et Édouard Camper dit, moi je vais bien vous défendre, mais je ne défendrai pas que les communistes, je défends tout le village. Il dit oui, pas de souci. Bon, écoutez, il va falloir qu'on s'organise. Moi, je vais aller voir, mon père dit, je vais aller voir mon ami Maître Madio. Alors, vous allez voir pourquoi. Il va voir son ami Maître Madio. Madio lui dit, moi, je veux bien vous défendre, mais il va falloir un petit peu d'argent. Vous allez mettre un petit peu d'argent et on va créer une SCI. Qu'est-ce que c'est qu'une SCI? Voilà. Donc, on leur a appris la SCI. Ils ont créé leur SCI. Donc, il y a eu la vente aux enchères au tribunal de Saint-Brieuc. Les enchères ne sont pas montées, impeccables. Ils sont revenus, allez, on va être propriétaire de la SCI, va pouvoir. Mais malheureusement non, moi je ne connais pas, je n'étais pas dans le notariat, mais il y a 3 semaines, je crois, de délai. Et revente à la bougie au tribunal de Saint-Brieuc. Et là, tous les habitants qui viennent des mines, les femmes, les enfants, tout le monde, même l'évêque de Saint-Brieuc avait fait prôner dans les différentes églises de Saint-Brieuc qu'il fallait défendre les mines de Trévison, défendre ces gens des mines. Donc le René, le fameux René, a mis des enchères, et Maître Madio a surenchéri un petit peu. Et là, alors, quand le fameux René a vu tout ce monde à la porte, tous ces gens, des centaines de personnes, et il a dit, oh là là, où je mets les pieds? Donc, il n'a pas surenchéri. Et
la SCI, cette SCI a pu acheter tout ce territoire des mines. Mais le nœud de l'histoire, c'est que monsieur Campère, communiste, lorsqu'il parlait, moi j'étais étonné, j'ai dîné avec lui un soir, là, de mon ami Maître Madiot. Je dis, tiens, un communiste et un notaire, ils doivent pourtant pas. Et en fait, voilà, c'est que Madiot avait été déporté pendant la guerre à Buchenwald. Et il était avec Marcel Paul, communiste, qui a été ministre communiste avec De Gaulle après la guerre. Et Maître Madiot a appris le monde ouvrier par Marcel Paul. D'ailleurs, dans ses écrits, M. Madiot le met. J'ai appris ce qu'était le monde ouvrier. Avant, je ne le connaissais pas, il venait d'une grande bourgeoisie. Et là, je pense qu'après la guerre, il avait un devoir, je ne sais pas s'il prenait sa carte au parti, mais il est devenu ami avec Édouard Campère, qui était représentant communiste des Côtes d'Armor. Et c'est pour ça qu'ils étaient amis tous les deux. Et lorsque Édouard Campère a voulu défendre, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller voir Madiot, qui l'a très très bien conseillé. Donc c'est grâce à ces deux hommes que la SCI a pu acheter, et puis chacun est devenu propriétaire de sa petite maison. Voilà, donc voyez la fin, c'est une triste histoire et une belle histoire pour la fin quand même. Voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter.